conflit politique. Et nous remplaçons quoi? Mais nous faisons un système qui sera fondé sur un système qui sera fondé sur un scrutin législatif avec un Premier ministre ou un président du Conseil, si on donne tellement le terme de président, un président du Conseil qui sera issu de la majorité parlementaire. Ça a quel avantage cette réforme? Ambitieuse mais polémique. Ça a quel avantage? C'est de considérer qu'il n'y a pas un homme qui est un surhomme. C'est-à-dire, c'est de considérer que pour gérer un État, il faut avoir 177 députés ou 75 députés, c'est-à-dire des gens qui vont être élus dans les différentes contrées du pays, qui prendront l'approbation de chaque coin du pays. Là aussi, se déroule bien. Oui, mais je pense que si déjà on supprime l'élection du président, parce que vous savez, monsieur le journaliste, c'est beaucoup plus simple de superviser les élections législatives que les élections présidentielles. Mais déjà on ne peut pas avoir la garantie que l'on puisse bien superviser les élections. On va prendre le dernier intervenant. C'est-à-dire que, bon, déjà qu'au sein même des partis politiques, vous voyez l'avalanche qu'il y a avec ces trusts qui sont en train de se créer jusqu'à avaler d'autres partis politiques. Mais jusque-là, il n'y a pas de porte de sortie. Quoi que l'on dise, bon, c'est mieux que d'organiser une élection législative, que présidentielle. Bref, la porte de sortie n'est pas... C'est l'occasion de signaler, la fin de l'interdiction de la transhumance. La fameuse disposition de la Constitution qui prévoyait, article 98, alinéa 2, que lorsqu'on quitte un parti politique, lorsqu'on a été élu dans un parti politique et qu'on a quitté un parti en cours de mandat, on perdait son mandat. On a bien vu qu'avec ce que vient de faire le PCT, cet article, cette disposition n'est pas respectée. Mais, pour revenir dans ce que vous disiez, comment garantir la transparence d'une élection? Très bien. On voit bien que la Commission nationale indépendante doit être réellement indépendante. Première chose. Il faut que cette commission soit mise en place et conçue avec des normes de proportionnalité. On a une expérience, vous savez, au Congo. En 1993, on avait eu une commission indépendante qui s'appelait la CONOCELA. La CONOCELA, qui était présidée à l'époque par M. Mbemba. Et M. Maître Martin Mbemba qui était ministre. Et c'était M. Lissouba qui était président. C'était issu des accords de Libreville. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait dit 60% pour l'opposition de la commission, 40% pour le pouvoir. Ça avait marché? Oui, bien sûr, puisqu'on avait eu des élections plus ou moins acceptées. Alors il faut peut-être aller dans ce sens, c'est-à-dire une commission nationale indépendante dont le président ne sera pas nommé par décret présidentiel, mais dont les forces vives de la nation diront « Monsieur Tchikaya est très bien, il peut être président de la commission électorale indépendante ». Merci beaucoup Bachir Théophile. C'est moi qui vous remercie aussi. Merci à vous. Monsieur Vivien, nous allons recevoir Antoine Dussel Mbama. Alors, les enjeux d'une révision constitutionnelle, c'est même le thème du jour. Antoine Dussel Mbama. Monsieur Vivien, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que la Constitution congolaise mérite d'être révisée? Alors, je pense que oui. Et pourquoi? Je pense que oui. Je pense que oui pour différentes raisons. D'abord parce qu'une constitution, ce n'est pas un test qu'on grave dans le marbre. Lorsqu'on édicte une constitution, c'est toujours par rapport à une conjoncture politique donnée. Par exemple, lorsqu'on a fait la constitution en 2002, on sortait d'une guerre civile fratricide, on a considéré qu'il fallait accorder beaucoup de pouvoir au chef de l'État pour remettre le Congo sur le rail. Il y avait ce qu'on appelle la faiblesse de l'État, il fallait donc un pouvoir exécutif fort pour faire en sorte que le pays remette sur la rail. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça se justifie encore? Si 15 ans, 20 ans plus tard, on considère que nous sommes dans une démocratie qui marche, fonctionne plus ou moins bien, il faut alors revoir les pouvoirs du président. Il faut les diminuer. Par exemple, sur quoi? Un exemple. Par exemple, un exemple très simple, le président de la République peut légiférer par ordonnance lorsque, c'est l'article 134, on donne la possibilité au chef de l'État de légiférer par ordonnance. Vous savez, alors, il faut que j'explique un peu à nos téléspectateurs. Alors, la loi relève du domaine du Parlement. Seule l'Assemblée et le Sénat ont ce qu'on appelle l'exclusivité de la loi. Ça veut dire que c'est une compétence qui leur est réservée. Pour le fonctionnement des institutions, on a prévu que le président de la République pouvait prendre des ordonnances, c'est-à-dire des dispositions qui normalement relèvent du domaine de la loi, qui pour un temps donné pourraient être confiées au président de la République. Vous voyez, c'est déjà là, on porte atteinte à la compétence du Parlement. Mais on dit c'est exceptionnel, ça va durer quelques jours, il n'y a pas de problème. Il faut par ailleurs un avis de la Cour constitutionnelle. Ceci étant dit, dans le cadre, ça existe un peu partout, donc c'est pas mal. Dans le cadre congolais, si le Parlement dit au chef de l'État, Monsieur le Président, nous ne voulons pas vous accorder les ordonnances, faites adopter la loi par le canal normal, le président de la République peut passer outre
l'avis du Parlement, continue à faire ses lois lui-même, donc ses ordonnances, avec l'avis de la Cour constitutionnelle. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est une dictature, ça. Alors, ça peut se comprendre dans le cadre de 97 de 2002, parce que nous avions une situation qui nécessitait que le chef de l'État soit fort et puisse prendre des décisions. Dans le cas d'aujourd'hui, je pense qu'il faut revoir ces dispositions. C'est la même chose avec les pouvoirs de nomination incontrôlés du chef de l'État. Le chef de l'État peut nommer qui il veut, quand il veut. Pourquoi ? Mais la révision de notre Constitution est subordonnée au respect de la loi organique, à l'article 187, mais qui, jusqu'à ce jour, n'a jamais été adoptée. Oui, très bien. Mais la Constitution prévoit d'abord 2 possibilités pour réviser la Constitution. 2 possibilités pour réviser la Constitution. C'est, vous savez, une Constitution peut se réviser par ce qu'on appelle, c'est le pouvoir constituant dérivé qui révise une Constitution. C'est-à-dire ce pouvoir qui a été institué par la Constitution elle-même, donc dérivé, et qui est habilité pour la réviser. Alors, c'est soit par l'initiative du Parlement, soit par l'initiative présidentielle. C'est vrai que la loi organique, la loi organique portant révision de la Constitution n'a pas encore été adoptée. Mais vous savez, mon cher ami, il suffit que le Parlement, que le pouvoir, que la majorité veuille, ça se fait en 2 jours, ça. Enfin, édicter une loi organique, adopter le lendemain à l'Assemblée nationale, ça, au Parlement, c'est pas un problème. Ça, c'est rien. Si réellement il y a une volonté de réviser, on révisera. Mais la vraie question, c'est pourquoi réviser et qu'est-ce qu'il faut réviser? Est-ce qu'il faut réviser, comme pense l'opposition, M. Nzon et ses amis, qu'il faut virer la Constitution, au risque de faire passer le Congo pour un pays instable, qui change des constitutions comme des culottes? Ou est-ce qu'il faut, à tout prix comme la majorité, changer l'article 58 pour faire à tout prix que le président de la République ait la possibilité de se représenter? Moi, je pense que ce sont des considérations politiques et non pas juridiques qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt général. Il y a des points plus importants de la Constitution qui, je vous ai pris un exemple, qui pourraient faire avancer le régime. Il faut se concentrer sur ce point-là. D'autant plus que la Constitution prévoit, c'est quel article? Alors, je ne le retrouve pas. Très bien, c'est pas très grave. La Constitution prévoit, toujours dans le titre portant sur la révision, que le nombre de mandats du président de la République ne peut faire l'objet d'une révision. C'est-à-dire c'est une limite matérielle que la Constitution prévoit en son sein. Donc il faudra réviser cet article, puis réviser l'article 58. Vous voyez? Ça fait quand même beaucoup d'acrobatie. Alors, moi je veux bien qu'il faille réviser. Je suis assez unanime avec les autres pour réviser, mais révisons pour faire avancer le pays. Ne révisons pas pour des intérêts politiciens et simplement particuliers. Est-ce que le président de la République ou la majorité arrive à réviser l'article qui octroie au président de la République la possibilité de se représenter? Quel serait votre avis en tant que juriste? Alors, il y aura l'avis du juriste, mais aussi de l'observateur. Je vous ai dit dès le début qu'une révision, une constitution doit être révisée. Parce qu'il faut l'adapter aux nouvelles réalités. Malheureusement, en démocratie, c'est un ministre de François Mitterrand, il s'appelait comment le ministre de François Mitterrand? C'était un ministre communiste, je crois Claude Brault il s'appelait, qui disait que vous avez politiquement tort parce que vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Le drame de la démocratie, c'est que lorsque vous êtes minoritaire, même si vous avez raison, vous avez quand même tort. Enfin, bon, si à la majorité, c'est le drame de la démocratie. Si la majorité dit, nous sommes décidés, une mauvaise démarche, mais puisqu'ils sont majoritaires, le principe de la démocratie, c'est de respecter. Et malheureusement, enfin, je veux dire, soit on est démocrate, soit on ne l'est pas. Si on est démocrate, la majorité décide, nous allons réviser quoi qu'il arrive. Ils sont majoritaires. Réviser. Ceux qui sont à l'opposition, qui voudront être majoritaires un jour, quand ils viendront, ils diront, nous on veut remettre l'ancienne disposition. Ils sont majoritaires, ils ont le cadre légal pour le faire. Est-ce que selon vous, l'article 58, tel que nous le connaissons, en ce qui concerne la limitation des mandats, tout ça, est-ce que vous pensez que cet article ne mérite pas d'être révisé, selon vous? Je pense que cet article mérite d'être révisé. Mais pas pour les mêmes situations. Vous voyez, on est tous d'accord pour la révision, mais pas pour les mêmes dispositions. Moi, je pense qu'il faut pas toucher au renouvellement de mandat. Je pense que 7 ans plus un mandat, c'est pas mal. Ça fait 14 ans. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est même lent. Si on regarde, si on fait une comparaison, c'est déjà pas mal. Prendre un 3e mandat, ce sera trop. Je pense que c'est trop. Mais ce n'est que l'avis d'un petit juriste. Est-ce que ce serait mieux de ramener le nombre d'années à 5 ans? Oui. À 5 Je pense que si on ramène à 5 ans et qu'on dise 5 ans, oui, on peut ramener à 5 ans, mais si on ramène à 5 ans, il faudra à ce moment-là qu'on voie quelles possibilités on donne. Vous savez, il ne faut pas prendre des problèmes, c'est pas des problèmes dangereux. Il ne faut pas les prendre pour des histoires. Vous savez, en France,
jusqu'en 2008, il n'y avait pas de nombre de mandats prévu dans la Constitution. Le président en France pouvait se représenter 50 fois. Roosevelt est bien resté chef d'État aux États-Unis. Je vous parle des grandes démocraties. On peut très bien avoir un débat philosophique sur cette question. Au nom de quoi on peut limiter la volonté populaire? Si les Congolais disent qu'ils veulent encore de ça sous 50 ans, au nom de quoi il ne faut pas qu'ils soient candidats? Vous voyez, on peut avoir un débat philosophique sur la question. Mais au fond, moi je suis pour des règles simples, claires et respectées de tous. Si on veut qu'on respecte tous les règles, il faut par exemple que le PCT arrête de dire que le président de la République est aussi président du comité central. Moi je ne suis pas membre du PCT, mais je suis quand même mon président, Sassou Nguesso. Pourquoi il serait encore président de ceux qui sont au PCT? La Constitution l'interdit, respectons les règles. Mais maintenant il est au-dessus de la mêlée. Oui, raison de plus. Il ne siège pas au PCT maintenant. Mais pourquoi je vois son nom président du bureau politique? Bon, mais il y a un président intérimaire. C'est qui le président politique? C'est le secrétaire général. Ah non, moi j'ai vu ça nulle part. Moi ce que j'ai lu, le président de la République est président du bureau politique du Parti congolais du travail. C'est ce qui est écrit partout. Je vais dire à nos amis du PCT d'arrêter de prendre le chef d'État pour leur propriété. Si le chef d'État des Congolais, il n'a pas à s'immiscer sur les affaires des partis politiques. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. Il est dit dans la Constitution qu'à 70 ans, on ne peut plus être président. Oui. Alors, est-ce que vous êtes d'avis? Je trouve que c'est une mesure bête. Je suis direct, mais je trouve que c'est une mesure bête. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce que on ne peut pas dire à quelqu'un à 70 ans qui n'a plus les capacités pour diriger un pays. Mandela est arrivé au pouvoir, il avait plus de 80 ans. Il avait 76 ans, Nelson Mandela. Et aujourd'hui, tout le monde dit que c'est lui qui a construit l'État arc-en-ciel de l'Afrique du Sud. Alors, toutes les expériences ne sont pas bonnes. Mais on a des chefs d'État, François Mitterrand a commandé au-delà de 70 ans. Pourquoi limiter? Alors, moi j'ai une hypothèse, mais c'est la mienne. Je considère qu'en 2002, lorsqu'on a dicté cette règle, on avait d'autres arrière-pensées. On avait d'autres arrière-pensées qui sont des arrière-pensées purement politiciennes. Et je pense qu'aujourd'hui, qui sont dépassés aujourd'hui. Alors si on pensait à M. Kolela et à M. Lissouba, très bien, aujourd'hui l'affaire est réglée. Donc on peut monter à 75 ans, c'est pas très grave, puisque ces deux-là ne peuvent plus être candidats. Si vous voyez ce que je veux dire. Autant je pense qu'il est... pourquoi? Pour être candidat à la présidence, il faut avoir plus de 40 ans. Pourquoi? Le président Sassou est arrivé au pouvoir en 79, il avait quel âge? Il est né en 43. Il est né en 43, faisons les calculs. Il est né en 43. 79, il avait quel âge? 36 ans, 37 ans, par là. Qui va dire qu'il n'a pas bien commandé le pays? Les opposants certainement. Mais néanmoins, il est arrivé jeune et il dirige le pays. Pourquoi? Moi, je ne peux pas être président du Congo parce que je n'ai pas 40 ans. C'est une discrimination. Donc là aussi, il faut réviser. Vous voyez? Nous sommes d'accord pour réviser des points, mais pas les mêmes. Voilà. Monsieur Vivien, est-ce que, en tant que juriste ou en tant qu'observateur, est-ce que notre constitution est réellement respectée dans l'application? Est-ce qu'il n'y a pas de violation de temps en temps? Vous savez, il n'y a pas une constitution au monde qui n'est pas violée. Il faut arrêter de penser que chez les autres c'est bien, chez nous c'est toujours mal. Notre constitution est comme toutes les autres constitutions. Vous avez toujours un charlatan quelque part qui s'en fout de la constitution, qui fait un peu à sa tête, à sa guise. Ce n'est donc pas la question qui doit nous tracasser. Celle qui doit nous tracasser, c'est comment sanctionner ceux qui ne respectent pas la constitution. Voilà la bonne question. Et ça, c'est le travail de la Cour constitutionnelle qui, jusqu'à aujourd'hui, je suis obligé de le dire, ne le fait pas. Oui, mais ils l'ont prouvé lors de l'ouverture du PCT. Il y a beaucoup de députés qui sont partis qui ont claqué la porte, qui se sont retrouvés au PCT. Mais l'article, je crois... Le fameux article sur la transhumance, 98, alinéa 2, oui. Ils ne sont pas condamnés, ils sont pas... On devait organiser des élections partielles dans notre circonscription. Mais qui doit les condamner? C'est la Constitution, en fait, la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle au Congo... Elle n'est pas absorbée par la politique, non? Alors, très bonne question. Mais la Cour constitutionnelle au Congo, n'a pas un pouvoir qu'a le juge constitutionnel béninois. Vous savez, au Bénin, le juge constitutionnel peut s'auto-saisir. Lorsqu'il se rend compte d'une atteinte avérée à la Constitution, il s'auto-saisit. C'est-à-dire, il se dit lui-même, je suis le juge constitutionnel, là vous avez triché. La nôtre, il faut la saisir. L'opposition, où êtes-vous? Vous êtes où? Vous êtes où? Voilà les questions sur lesquelles on devrait entendre l'opposition. Vous pensez qu'il y a une atteinte? Saisissez la Cour constitutionnelle. Après, on verra. Si la Cour constitutionnelle dit non, il n'y a rien, très bien. Mais vous prenez le peuple à témoin. Vous voyez, nous, on a saisi la Cour. Et la Cour a dit que voilà, l'opposition ne fait pas son travail. Le travail qui doit être un travail dans une démocratie de contrôleur du pouvoir, du bloc majoritaire, c'est-à-dire de la majorité et du gouvernement. C'est à l'opposition de dire aux citoyens, regardez, ils ont dit ceci, ils ont fait ceci. S'ils ne le font pas, ce n'est pas le petit Congolais de Tchétché
allez, je vais être gentil, votre quartier de Matende, là où il était pété, qui va saisir la Cour constitutionnelle pour dire, monsieur de la Cour, on a violé la Constitution. Il faut que l'opposition se mette à travailler, enfin. C'est pas seulement arriver au pouvoir, il faut aussi travailler. Que pensez-vous de la disposition selon laquelle, qui est dans la Constitution bien entendu, qui dispose, si je peux me répéter, qu'un élu ou quelqu'un qui occupe les fonctions publiques doit déclarer ses biens au moment où il rentre en fonction. C'est une très très bonne disposition. Le problème, c'est qu'elle n'est pas appliquée. Vous avez le sourire comme moi. C'est une disposition qui n'est pas appliquée. Alors cette disposition a un problème. Un problème, c'est que c'est une disposition qui, pour être appliquée, il doit y avoir une loi organique qui doit fixer les modalités de l'application de cette situation. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais été prise. Et donc, du coup, on ne sait pas, nous n'avons pas de déclaration de patrimoine. Vous savez, en France, lorsqu'on est candidat, M. Sarkozy a déclaré son patrimoine en 2007. Il avait 2,5 millions de patrimoine immobilier, lui à l'époque, et sa femme de l'époque, madame Cécilia Sarkozy, à l'époque. Tous les Français savaient combien il avait ce mec. Le jour qu'il part là bientôt, enfin s'il part, on lui demandera, monsieur, vous avez gagné combien oui, c'est pour ça que je dis si, il part. Vous avez gagné combien de 2,5 millions, vous êtes passé à combien? Alors, commençons par demander au commissaire d'un petit PSP qui arrive sans maison et qui, un mois plus tard, a construit 4 maisons, combien il avait quand il a occupé. Parce qu'on a l'impression que c'est toujours les ministres. Mais non, c'est le chef d'établissement qui est arrivé, qui était locataire et qui, au bout de 6 mois, a construit une maison à Ngoyo. Commençons par lui demander, monsieur, où avez-vous trouvé l'argent pour construire votre maison à Ngoyo? Voilà. Que pensez-vous de la commission de lutte contre la fraude, la concussion? Elle ne sert à rien. Elle ne lutte pas contre la fraude. On sait où se trouve la fraude. Si les gens veulent lutter contre la fraude, ils trouveront la fraude. Tous les Congolais le savent. Vous allez à l'école, les élèves donnent 1000 francs pour avoir des notes. Tout le monde le sait. C'est même officiel. Elle est où cette commission? Vous allez dans les administrations pour avoir un papier, on vous demande 500. Mais la fraude gangrène ce pays. Et c'est grave parce qu'un pays, vous savez, le Congo, dans le classement de Doing Business, c'est-à-dire c'est le classement de la Banque mondiale qui établit la hiérarchie des pays pour leur attractivité économique, notre pays est 177e. En matière de corruption. 177e. Ça veut dire que... oui, c'est vrai, c'est bien les bonnes intentions. Mais à un moment, il faut passer aux actes, quoi. Hein? Le jour où les Congolais sauront qu'on a arrêté un ministre ou on a arrêté un directeur d'entreprise publique, tiens, de la SNE, je ne sais même pas qui c'est, hein, je prends un exemple. On l'a arrêté parce qu'il avait piqué dans la caisse. Les Congolais commenceront à croire qu'en réalité, ce qu'on leur dit sur la fraude. Comment voulez-vous que le petit gars qui vient préempter un coin de son quartier et vend, on vient casser son truc parce qu'il vend dans la voie de l'État et sans l'autorisation légale, occupation illégale du domaine public, et le directeur qui vole à bout de champ tous les jours, qui construit des maisons, achète des Prado, et tranquille, il roule. Voilà, c'est ça la République congolaise. Alors, merci beaucoup, Antoine Duzel-Maman. Il y a une dernière question. Est-ce que pensez-vous du découpage électoral congolais? Est-ce qu'elle vous satisfait? Monsieur, vous voulez que j'aille en prison, hein, visiblement. Non, mais vous êtes juriste, vous lisez bien les textes juridiques. Vous avez compris que c'était... j'ai l'impression d'être un peu heureux. La Constitution vous permet vous avez le droit de parler. Évidemment, heureusement que la liberté d'expression est consacrée et garantie. Mais comme vous le savez, peut-être même mieux que moi, tout ce qui est garanti dans la Constitution n'est pas respecté, parfois. Bon, très bien. Alors, pour ce qui est de... en partie votre peur. Alors. Non, non, je n'ai pas peur du tout. Je suis Congolais qui s'exprime chez lui tranquillement et librement. D'ailleurs, j'en remercie le gouvernement pour ça. Mais pour le découpage électoral, je pense qu'il y a un critère, un seul critère doit être à la base du découpage électoral. C'est la démographie. C'est le critère démographique. Un député, 100 personnes. Moi, je n'ai toujours pas compris comment Talangai a plus de députés que Makelekele. Il faut bien qu'on me l'explique un jour. Je n'ai toujours pas compris. J'ai toujours pas compris. Je pense qu'il y a des choses à revoir. Je n'ai pas compris. Tous ceux qui vont à Brazza savent que Talangai n'a ni plus d'habitants, ni est plus grand que Makelekele. Mais Talangai a beaucoup plus. Je crois que Talangai doit avoir 7 députés et Makelekele est 5. Donc je pense qu'il faut revenir à des critères plus justes. Alors, c'est pas aussi là encore, c'est pas un cas que congolais. Vous savez, en France, c'est pareil. Si le Sénat en France a toujours été à droite, c'est plus le cas depuis quelques jours, parce qu'il y avait une sous-représentation des collectivités rurales. Ceux qui étaient dans la ruralité, ils étaient peu nombreux, mais ils envoyaient plus de délégués. Donc c'est une question. Je pense qu'avec, si on arrive à se parler entre nous, à discuter tranquillement, on peut régler des problèmes qui ont l'air d'être des grands problèmes, hein, mais qui sont des petits problèmes.
Merci beaucoup, Antoine Toussaint-Bama. Le temps est arrivé à la fin. Je pense que le découpage de 92 était un mauvais découpage. Il avait été fait sur des critères ethniques. Et il avait été fait à l'époque en 92 pour faire en sorte que le PCT, présumé comme étant le parti des nordistes, ne soit pas représenté. Le découpage fait par M. Ngabo Alexis était mauvais. Et celui de 2002? Il est tout aussi mauvais. Alors il faut en trouver un. Merci beaucoup, Antoine Toussaint-Bama. Merci, chers téléspectateurs. En tout cas, nous avons été avec Vivien Manangou. Vous avez suivi ces torrents d'éloquence qui ont été déversés sur ce plateau de la Selette. Alors, une dernière question pour clôturer. Comment avez-vous trouvé l'émission sur la Selette? Alors, juste avant de répondre à votre question, si vous le voulez bien, je vais quand même dire quelque chose sur lequel on ne s'est pas attendu, c'est sur le tribalisme. Je pense que nous faisons la politique de l'autruche au Congo. On fait comme si ça n'existe pas. Ça existe et partout. Il faut que la question du tribalisme soit au centre et au cœur des politiques publiques. L'instruction civique que monsieur le ministre Collinet Makosso veut remettre à l'ordre du jour est une bonne mesure à condition qu'il prenne en compte les réalités endogènes. C'est-à-dire qu'il faut commencer à apprendre aux enfants, pas à organiser les colonies de vacances, ça ne sert à rien, on le sait, mais à sanctionner, censurer, à expliquer en quoi le tribalisme est un danger, un vrai danger. Lorsqu'on est un citadin comme moi, comme vous, je ne sais pas, ceux qui ont grandi à Pont-Nord ou à Brazza, ce sont les milieux les moins exposés au tribalisme, même si 93 a démontré le contraire, mais parce qu'il y a le brassage des populations. Mais lorsqu'on a grandi à Kinkala, ou à Dongu, ou à Epena, ou à Kibossi, ou je sais pas, ou Yonzi, je ne vais pas les faire tous. C'est vrai que dans sa salle de classe, on ne parle que Bembe, on ne parle que Kuni, on ne parle que Lingala. Vous voyez, il faut donc que dans ces milieux-là, notamment, que l'on fasse un effort particulier pour lutter contre le tribalisme et l'ethnicisme, parce que ce sont des mots qui tuent notre société. Alors, pour l'émission, évidemment, chaque fois qu'on donne la parole aux Congolais, c'est toujours une très bonne chose. Je tiens à souligner la modernité de votre émission. Je vous en remercie de m'avoir invité. Alors, vous serez candidat prochainement en 2012 ? Vous êtes président de l'association... Pour le président de la République, vous voulez dire? Non, président de l'association Tchétché Abeto. Vous serez candidat aux législatives? Non, je suis... alors, je ne dis pas que je ne serai pas candidat. Première chose, je ne pense pas que le moment soit venu, parce qu'une candidature, même fût-elle à la députation, je pense que c'est une démarche collective. Moi, je ne crois pas aux hommes providentiels. Vous savez, vous arrivez du ciel, moi je serai président ou député, j'y crois pas. Je pense que pour être fort et mener une vraie action, il faut un travail collectif. Il faut une équipe ensemble qui, au bout d'un moment, se rend compte qu'ils ont des énergies, la capacité, la force.